Bon, alors je continue à présenter mes livres. Voilà. Ici, les Japonais. Les Japonais de Robert Calvé, deuxième édition, Civilisation Armand Collin. Donc ça, je l'ai lu dans le cadre de mon UE de géographie sur le Japon. Voilà. Alors ensuite, on continue. On a François Ier de Max Gallo. Encore un livre sur François Ier, c'est le deuxième que je vous présente. Donc Max Gallo de l'Académie française, peut-être moins historien que les historiens universitaires. Voilà. Le monde des Lumières. Le monde des Lumières, Vincenzo Ferrone et Daniel Roche, sous la direction de Fayard. Donc ça, c'est un livre d'histoire sur le siècle des Lumières, qu'on avait en deuxième année, je crois, d'histoire. La France au XVIe siècle. Donc aussi, en deuxième année d'histoire, je crois. Collection Cursus de Armand Collin. Alors, si vous êtes néophyte, vous voyez que vous avez un tas de collections comme ça. Vous allez dans une librairie, vous regardez collection Cursus. En généralement, c'est pas classé par collection, c'est classé par thème. Mais vous pouvez quand même vous faire une idée. On va chercher collection Cursus sur internet, puis vous regardez tout ce qu'il est dit. Voilà, Petit Pays et Chansons douces, 2 prix littéraires de 2016. Donc, Petit Pays, je ne sais plus quel prix c'était. Je les ai achetés avant qu'ils soient imprimés, donc je ne sais pas. Ça, c'est Chansons douces, apparemment, c'est le prix Goncourt. C'est pas marqué à l'intérieur parce que je les ai achetés avant. Ici, dans la collection toujours annoncée, édition Errance, donc là vous avez Cataline Escher qui a écrit sur les Burgondes, du 1er au 6e siècle après Jésus-Christ. Donc ça c'est Antiquité tardive au Moyen-Âge. Si vous faites cette UE-là à l'université, c'est une période intéressante. J'aurais bien voulu continuer là-dessus, mais je ne pouvais pas tout faire. Atlas du monde hellénistique, c'est intéressant ça, parce qu'en fait, hellénistique, c'est ce qui a suivi la Grande Grèce classique. Et par exemple, vous aviez des dynasties comme les Séleucides. Les Séleucides. Bon, il y a eu Alexandre, évidemment, hein, Alexandre le Grand, tout le monde le connaît. Mais ensuite, on a eu le royaume Attalide, de 283 à 133 avant Jésus-Christ, qui couvrait un petit peu l'ouest de la Turquie actuelle. Le royaume Séleucide, qui couvrait aussi une partie de la Turquie, de la Mésopotamie. C'est ce qui a suivi les conquêtes d'Alexandre le Grand, parce qu'en fait, les Lagides aussi, hein, les Lagides en Grèce ici, à l'ouest de la Turquie, et un petit peu la Thrace aussi, donc là, hein, voilà, les Lagides. Vous avez eu un tas de petits, comme ça, des petites dynasties. C'est intéressant, voilà. Il y a aussi les généalogies dedans de ces rois ici. Ici, vous avez la généalogie, la dynastie des Antigonides, avec les Antigones de Racine. Il a pris sa source là. Voilà.
Alors voilà, je voulais d'abord expliquer pourquoi je fais ces vidéos. C'est pour vous donner envie de lire ce genre de livre, c'est-à-dire ce genre de livre à la fois de la littérature, de l'histoire, des livres explicatifs sur la géographie, de la sociologie, etc. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de livres avec lesquels vous pouvez vous instruire. Bon, maintenant, il ne faut pas me demander mes livres, parce que moi, mes livres, je les garde. Parce que d'abord, je ne les ai pas tous lus jusqu'au bout. Il faudrait que je puisse tout lire jusqu'au bout et lire tous les chapitres. Parce que souvent, quand on fait des études, on lit les chapitres qui intéressent directement ce sur quoi on doit travailler, mais on ne lit pas tout. Donc, voilà, je suis retraitée, je fais encore un peu d'études. Bon, je ne sais pas, pour le moment, j'ai une petite pause. Mais je voudrais vous dire tout simplement que donc ces livres, moi je les conserve pour les travailler encore, voilà. Et donc voilà, ça c'est une chose. Et donc si je fais ces vidéos, c'est surtout dans le but d'inciter les gens à lire ce genre de livres, et aussi également dans le but de conserver les éditeurs et bien sûr ça rapporte de l'argent à leurs auteurs, mais je sais pas, il paraît que les universitaires gagnent presque rien sur leurs livres, mais ce sont surtout les éditeurs qu'il faut faire vivre, des petites éditions, comme par exemple il y avait Édition Errance. Il y a beaucoup de petits éditeurs comme ça qui publient des livres, même des romans actuellement. Si vous lisez on appelle ça Rezension en allemand. Moi j'étais professeur d'allemand, je suis française, mais j'étais professeur d'allemand. Donc il y a quelquefois des mots qui me viennent en allemand de la tête. Donc les critiques, voilà, les critiques de livres dans la presse, même dans des revues, quelquefois même dans des revues féminines. Hein. Vous avez quelquefois des livres comme ça qui sont critiqués, ce sont souvent des romans, mais certains sont publiés par des petits éditeurs pas très connus, et moi je pense que c'est bien de lire ces livres et surtout de les acheter, et de les acheter neufs pour faire vivre ces petits éditeurs, donc d'aller dans les librairies et d'acheter des livres de petits éditeurs, de plus grands éditeurs, mais il faut faire vivre l'édition, voilà. Maintenant, je sais plus, dans les livres que j'ai présentés sur cette vidéo, donc on a par exemple l'Atlas du monde hellénistique, avec les Séleucides, les Agides, etc. Je vous ai expliqué un peu que ça sert aussi pour mon arbre généalogique, car j'ai vu que j'avais certains de ces personnages dans un arbre qui est plus ou moins contesté, qui est celui d'Antiquité. Bon, on se demande si c'est vrai ou pas, mais voilà. Il y a des gens qui se sont amusés à faire des arbres comme ça. Ça montre que Charlemagne, par exemple, il serait d'origine noble déjà depuis très longtemps. Les Mérovingiens aussi, et tous les rois, nos rois, nous, descendent d'autres rois de l'Antiquité, des empereurs romains, plus ou moins, par des alliances féminines, voilà. Donc on a beaucoup de rois qui sont reliés entre eux, même des pharaons, etc. Il y a des pharaons qui ont épousé des princesses romaines, des macédoniens, et ensuite plus tardivement, il y aurait même Attila qui serait marié avec une princesse romaine, parce qu'il avait plusieurs femmes. Et donc lui, il aurait aussi des descendants qui seraient des nobles européens, disons. Il n'y a rien qui dit qu'il est reparti en Hongrie ou qu'il est reparti ailleurs, hein. Il n'y a rien qui dit ça. Tout ça, c'est pure légende. Alors, à propos d'Attila, que j'ai présenté un livre sur la vidéo précédente, je voulais dire qu'en allemand, il s'appelle Etzel, et Etzel figure dans le Nibelungenlied, qui lui a été écrit beaucoup plus tardivement, c'est-à-dire
je ne dis pas de bêtises, vers 1200 après Jésus-Christ. Et donc Hetzel vivait dans un château dans lequel il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire que ce château a été entouré de flammes, il y a eu un incendie, et il y avait un mur qui avait été construit autour d'une salle de bal. Et donc il y a beaucoup de nobles qui sont morts là. Et donc apparemment c'était pas de la faute d'Hetzel, c'était de la faute d'un autre. Et cette légende existe également chez les rois d'Uppsala. Les rois d'Uppsala, c'était les rois de Suède à l'origine. Donc on dit qu'ils descendent d'Odin, de Thor, etc. Ce sont les sagas qui disent ça. Alors si on calcule, Odin et Thor ont vécu environ 100 ans avant Jésus-Christ, et s'ils ont existé vraiment. Et donc ensuite on a un roi qui s'appelle Yngvi. Donc dedans on retrouve les racines du viking, puisque le vi c'est le même. Le king c'est le roi. Et donc Ing c'est le même que king, qui veut dire roi. Voilà, donc c'est Yngvi qui était un roi. Et ce roi, il a eu 10 enfants qui ont été fondés chacun une dynastie du nord de l'Europe, comme les rois du Wessex, les rois, les Suédois, qui sont à l'origine des rois norvéges ensuite, parce qu'eux ont dû émigrer, ils ont été envahis. Donc c'était à l'époque où ils étaient du côté d'Uppsala, et où on a trouvé des grands monticules, enfin des espèces de tertres sous lesquels il y a des tombes royales. Et donc ça c'était à peu près à l'époque du début des Mérovingiens en même temps. Et donc ensuite les rois d'Uppsala sont partis au Vestfold, du côté d'Oslo, donc en Norvège. Ils sont mariés avec les rois de Trond, donc une alliance avec les rois de Trond, une alliance maritale. Et ensuite ils avaient comme alliés également les Saxons. Et les Saxons, ce sont les Saxons, le roi de Saxe s'est marié avec une princesse du Vestfold, et il est devenu duc de Westphalie, au nord de l'Allemagne, mais il est devenu duc de Westphalie par cette princesse du Vestfold. Westphalie, ça se ressemble, voilà. Il y a peut-être personne qui y a pensé, mais moi j'y ai pensé, alors maintenant je sais pas, voilà. Et donc lui, il vivait à l'époque de Charlemagne, ce fameux roi Widukind, qui était un ennemi de Charlemagne. Des choses très intéressantes au niveau de ces histoires qui sont à la fin de l'Antiquité, au début du Moyen-Âge. Voilà. Donc je vous ai présenté aussi les Burgondes, donc c'était la Burgondie, un royaume également. Disons que ça recouvrait pas seulement la Bourgogne, mais la Burgondie, à un moment, elle allait jusqu'au sud de l'Italie. Elle était très 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 vaste, cette Burgondie. Voilà. Donc, eh bien, oui. Bon, tout ça, moi je voulais vous dire simplement que mes livres, je les garde et je vous les commente pour que vous puissiez à l'avenir acheter également les vôtres dans les librairies et essayer de vous cultiver avec des livres qui ne sont pas seulement, comme je vois souvent sur ce genre de vidéos, des romans fantastiques ou bien des romans à l'eau de rose, des filles qui présentent des choses comme ça. Bon, moi non, je présente des choses un peu plus culturelles, disons. Et j'espère que ça incitera les gens à lire des choses déjà d'un certain niveau pour essayer d'améliorer leur culture. Voilà. Au revoir
Alors aujourd'hui on est en mars, fin mars 2018, alors que la vidéo précédente a été enregistrée en septembre 2017.